Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième Café Store, non pas de l'année, mais du temps du confinement, avec l'espoir que peut-être le prochain ou peut-être un petit peu plus tard, nous pourrons nous retrouver dans le beau lieu qu'est la Mission bretonne. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vivre des aventures amoureuses et des aventures un petit peu, j'allais dire, rocambolesques, sur terre et sur mer, avec l'histoire de Jeanne de Belleville, donc, qui est la mère de quelqu'un que l'on connaît, qui est Olivier de Clisson, qui sera connétable de France et donc qui est un des grands personnages de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire de Bretagne. Voilà, donc alors j'ai juste un problème, c'est que je n'arrive pas, Claude au secours, je n'arrive pas à partager mon écran. Est-ce que là ça marche? Oui, OK. Donc là c'est bon? ouais, D'accord. Bon, j'ai eu un instant de flottement, je suis désolée, mais heureusement j'ai Claude qui est là pour m'aider. Alors, pendant le Café Store, hein, vous savez, c'est un modèle un petit peu plus court que d'habitude, parce que 2 heures de conférence en visio, ce serait rude, surtout pour vous. Mais vous allez pouvoir poser des questions et Claude vous pouvez les poser par Facebook. Voilà, il y en a qui peuvent continuer de m'en envoyer sur mon mail comme ça s'était fait l'autre jour. Et puis, donc, au bout d'une heure et quart de conférence, je répondrai aux questions que vous vous posez. Voilà, donc on va partir sur les traces de Jeanne-Louise de Belleville, ou que l'on connaît aussi sous le nom de Belleville-Clisson, qui est le nom de son époux, et qui, au début du XIVe siècle, a été appelée la tigresse de Bretagne et la louve des mers. Voilà, c'est l'histoire de celle qui est la douce et belle Jeanne-Louise de Belleville et qui va devenir, par les drames de la politique, une femme pirate redoutée de la France et du roi de France, Philippe de Valois. Alors, pour commencer, il faut que vous ayez en tête le contexte bien particulier dans lequel s'inscrit l'histoire de Jeanne de Belleville, puisque l'on est dans une double guerre. D'abord la guerre de Cent Ans qui commence en 1337 et se termine en 1453. Et pendant que cette guerre fait rage entre les Français et les Anglais, dont à l'époque les troupes ont débarqué à Brest, eh bien il va y avoir un deuxième conflit qui va semer la panique, la zizanie dans le royaume, qui est la guerre de succession de Bretagne. Et donc, vous avez à la fois cette guerre de Cent Ans et la guerre de succession de Bretagne. Et évidemment, les deux vont être extrêmement mêlés. Alors, la belle et talentueuse Jeanne de Belleville est la fille de Maurice de Belleville, qui est, alors à l'époque, on était seigneur de tas de choses. Il est seigneur de Montaigu, de la Garnache, de Châteaumur, de Palluau, de Beauvoir-sur-Mer, et sa mère est Létice de Parthenay. Elle a un frère et son père meurt alors qu'elle est très jeune, elle a à peine 4 ans, et c'est son frère qui va s'occuper d'elle. Mais lui-même ne laissera pas d'héritier. Il meurt avant sa sœur, hein, Jeanne meurt en 1359. Lui, on n'a pas sa date exacte, mais il meurt un peu avant 1345. Et donc, il ne laissera pas derrière lui d'héritier. Je vous ai mis cette carte sous les yeux parce que la Bretagne de l'époque et la Bretagne d'aujourd'hui ne sont pas exactement identiques.
et nous allons parler de territoires qui sont les Marches de Bretagne, le domaine de Clisson et jusqu'au Poitou, avec donc des zones que la Bretagne, évidemment, a perdues. Ensuite, donc, on est dans l'extension complète de la Bretagne et de ce qu'on appelle la Bretagne historique, mais qui va au-delà, évidemment, de Nantes et de la Loire-Atlantique. Alors, l'enfance de Jeanne est au départ une douce et belle vie dans le domaine de son père, une belle vie simple, elle est éduquée, élevée comme beaucoup de filles, de jeunes filles, enfin de petites filles même de l'aristocratie. Elle aime les arts, on lui apprend la broderie, la couture, on lui apprend un peu de latin, on lui apprend à lire. Et il y aura chez Jeanne une passion permanente pour la lecture. Quand elle sera dans les zones de mer déchaînées et quand elle aura le moindre repos, elle lira et elle coudra, sans doute en souvenir de ce qu'a été sa vie. Sauf que sa douce et belle vie va s'arrêter assez rapidement parce que son père étant mort alors qu'elle avait 4 ans, son frère va s'occuper d'elle et s'occuper de sa petite sœur, veut dire à l'époque lui chercher un mari. Et donc, elle a à peine 12 ans quand son frère lui trouve un mari qui est le seigneur de Châteaubriand et qui est un personnage qu'elle n'aime pas, qui la rebute, elle le craint, elle n'a aucune attirance pour cet homme. Vous imaginez, elle l'épouse à 12 ans, elle mettra 14 ans à lui donner non pas un héritier mais une héritière, qui est une petite fille qui s'appelle Louise, qui naît en 1326. Et en fait, son père meurt la même année, hein, le seigneur de Châteaubriand meurt cette année-là. Le frère meurt la même année. Il y a eu sans doute une épidémie parce que ce que l'on sait, c'est que l'un et l'autre sont morts de maladie. Et donc, voilà Jeanne seule, veuve, avec cette petite fille et une jeune femme, donc ne peut pas rester à l'époque comme ça, il lui faut un mariage. Alors, elle a un mariage rêvé avec un homme avec qui elle vit une grande histoire d'amour qui s'appelle Olivier de Clisson, mais Olivier Clisson n'est pas libre et donc elle épouse Guy de Penthièvre, qui aurait dû devenir duc de Bretagne. C'est le père de Jeanne de Penthièvre, qui va être une des deux Jeannes de la guerre des deux Jeannes. Elle l'épouse sans attirance, par obligation, et dès qu'elle pourra, elle ne lui donne pas d'enfant d'ailleurs, et elle a bien dans l'idée son amour pour Olivier de Clisson, et donc elle va divorcer et son mariage va être annulé par le pape, ce qui était à la fois rare et pas très rare à l'époque. Le peuple, c'était très compliqué, mais les aristocrates, seigneurs, etc., la noblesse avait moins de mal à faire annuler son mariage. Parce qu'en fait, Jeanne vit à Nantes un grand amour caché. Alors, ce qui lui permet de vivre ce grand amour caché, c'est qu'elle est aussi une femme d'affaires qui se rend régulièrement à Nantes. Elle y fait des commandes, des achats. Elle commande pour sa maison des étoffes rares. Elle les négocie et elle négocie aussi des vins rares dont Chateaubriand, enfin le seigneur de Chateaubriand, elle-même, et puis Penthièvre, sont particulièrement amateurs. Et là, elle vit aussi dans cette ville de Nantes un amour caché absolument extraordinaire parce qu'elle a rencontré un homme dont elle tombe follement amoureuse et qui,
tombe follement amoureux de Jeanne. Et cet homme, il s'appelle Olivier IV de Clisson. Alors, à l'époque, hein, comme on donnait au fils aîné en général le même prénom que son père, les dynasties aristocratiques avaient les aînés avaient été désignés par leur numéro, un peu comme les rois. Hein. Et donc, elle tombe amoureuse de cet Olivier IV de Clisson et lui vient régulièrement à Nantes pour ses affaires. C'est un grand bâtisseur, un commerçant, un voyageur, il connaît le monde. Connu de l'époque, il voyage beaucoup, il fascine cette jeune femme et il possède à Nantes une maison dans laquelle eh bien, il va abriter ses amours avec Jeanne. Et ce sont de vrais amours parce que ce qui arrive et qui est enfin très mal vu à l'époque, c'est qu'il va y avoir un enfant adulte qui va naître avant le mariage de Jeanne et d'Olivier Clisson. Parce que Olivier a une épouse qui s'appelle Blanche de Bouville, qui lui a donné un fils. Et tant que sa femme n'est pas morte, il ne peut pas épouser Jeanne. Et donc, c'est à la mort de Blanche de Bouville en 1329 qu'il va pouvoir épouser enfin celle dont il est éperdument amoureux et qui est donc Jeanne de Belleville. Et pour Jeanne, c'est la réalisation de son vœu le plus cher. Elle aura, enfin, elle a et elle gardera à l'égard de son mari un amour passionné, hein, au vrai sens du terme, c'est-à-dire un amour qui dévore, un amour qui amène à se donner tout entier, mais un amour qui va la pousser plus tard à des actions qui sont des actions difficiles parfois à comprendre si on n'a pas derrière les enjeux politiques, l'enjeu d'amour qu'éprouve Jeanne pour Olivier et Olivier pour Jeanne. Alors, elle va avoir avec son amoureux, son mari Olivier, elle va avoir plusieurs enfants. Alors, Isabeau, dont je vous disais qu'elle était née avant leur mariage, deux petits-enfants, Anne et Raymond, qui meurent en bas âge, et elle aura quatre enfants vivants, Maurice, qui deviendra seigneur de Blain, Olivier, qui deviendra donc le connétable Olivier Clisson, qui naît en 1336, Guillaume, qui naît en 1340 et qui aura un itinéraire d'une tristesse infinie, et puis une petite fille, Jeanne, qu'on appelle en réalité Jeannette, pour ne pas la confondre avec sa mère, et donc qui est la petite dernière, et que d'ailleurs elle va confier à sa famille une fois les drames de sa vie arrivés. Et on le reverra à la fin, mais Jeanne est restée tout au long de sa vie une mère, alors elle est tigresse et louve, elle l'est aussi en tant que mère. Voilà. Elle est extrêmement attachée à ses enfants, là aussi d'une manière qui est quasi passionnelle. Alors son mariage est le mariage donc de deux grands nobles de l'époque. Ils possèdent, on va le voir, énormément de choses. Et au moment du mariage, Jeanne, qui est très pieuse, mais qui est aussi une jeune femme attirée par la littérature, par l'art, la beauté des choses, va faire réaliser pour son mariage un manuscrit à l'usage des dominicains, qui en fait est un bréviaire. Et ce bréviaire va devenir un des enjeux d'ailleurs de sa succession. Et par les hasards de la vie terrible de Jeanne, quand son mari est exécuté, les biens de la famille de Clisson sont tous confisqués et partent au roi de France. Et à ce moment-là, eh bien, le roi de France va le transmettre et il sera transmis donc à Charles VI
à son gendre Richard d'Angleterre, ensuite à Henri IV d'Angleterre, et Henri IV d'Angleterre en fait don à Jean de Berry, qui va le donner à sa nièce, et sa nièce, elle est très connue, c'est Marie de France, hein. Voilà, donc qui vient, elle, de se retirer dans un couvent de à Poissy. Alors, on va regarder maintenant les possessions des deux nouveaux mariés. Donc, d'un côté, Olivier de Clisson et de l'autre côté, Jeanne de Belleville. Et sur cette carte, vous avez tout l'ouest de la Bretagne qui est concerné. Alors, Olivier de Clisson, il dispose en Bretagne de Châtellenie, celle de Blain, celle de Clisson, qui est évidemment la plus importante, celle d'Éric, et puis il possède en Normandie toute une série de terres, et en particulier des forêts de chasse, qui sont celles de Singlet, de Thuit et de Thury. Donc un énorme, euh, un énorme domaine. Quant à Jeanne, elle est la plus riche dame du Poitou, et elle amène dans sa corbeille de mariage les fiefs que lui laisse son père, c'est-à-dire les fiefs de Belleville, Lagarnage, Beauvoir-sur-Mer, Montaigu, Palluau, ça, et de Châteaumur, Lagorde, les Îles-Dieu et de Noirmoutier. Donc c'est là aussi un domaine absolument énorme, dont une partie est en Poitou, une partie est en Vendée, mais à l'époque, la Vendée, ce sont les marches de Bretagne. Et dans ses possessions, l'île-Dieu, qui appartenait à l'époque donc au seigneur de la Garnache dont elle avait hérité, et la construction de son château, eh bien, ce sera après son mariage, Olivier de Clisson qui va le faire construire. Et ce château, quand il est condamné et exécuté, va passer, comme l'ensemble des biens de la famille de Clisson, à la couronne de France. Et c'est quand il sera réhabilité après la mort de Jeanne que son fils, donc le connétable Olivier Clisson, pourra récupérer ce château de l'île. Alors, le château le plus symbolique de la puissance des Clisson, c'est le château de Clisson, qui a été, dont la construction va s'étendre entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc, Olivier IV de Clisson hérite d'un château avec des châtelets de 5 étages, avec une cour d'honneur, avec un logis seigneurial, avec des cuisines gigantesques, avec une chapelle comme il y avait à l'époque, avec un corps de garde, avec des logis qui sont construits dans la cour d'honneur, et dont il reste certains éléments, et qui montrent la grandeur et la hauteur de ce château, avec en particulier le donjon. Bon, donc, si on regarde toutes les diapositives qu'on vient de regarder, on se rend compte que la vie douce et tranquille de la belle Jeanne de Belleville, qui avait été ternie par ce mariage imposé alors qu'elle avait 12 ans, a repris quand elle épouse Olivier de Clisson. Et elle, comme lui, sont particulièrement attachés à la Bretagne, mais ils sont proches de la France. C'est-à-dire que il y a cet attachement qui va caractériser Olivier de Clisson bien longtemps, mais ils n'appartiennent pas aux seigneurs, aux seigneurs de Bretagne, qui sont le plus attachés, si vous voulez, à rejeter la France. Ils sont proches de Philippe de Valois, qui a, semble-t-il, une certaine amitié ou une certaine affection pour Olivier Clisson. Bon, c'est pas un personnage tellement sympathique, ce Philippe de Valois, c'est Philippe VI. Euh,
il est sans doute plus intéressé par l'alliance que peut lui donner un Clisson dans l'ouest de la France que par un attachement personnel à Olivier de Clisson lui-même. Je dirais que, comme on va en voir beaucoup dans cette histoire, ça fait partie des amitiés ou des affections terriblement intéressées. Mais ceci dit, Jeanne et Olivier vont avoir une vie douce et facile jusqu'à ce qu'il y ait un moment de basculement. Et ce moment de basculement, vous savez, c'est un événement qui va casser les choses. Et quand il arrive, cet événement, ni Olivier ni Jeanne ne se rendent compte du drame qui va se jouer à partir de ça. Alors, le drame, c'est la mort de Jean III de Bretagne. Donc, on est en 1341. Il meurt le 30 avril 1341, ce Jean III de Bretagne. Il laisse une Bretagne apaisée, une Bretagne qui a un développement économique particulièrement important. Jean III de Bretagne était assez proche de la France, mais surtout, il n'avait pas d'héritier. Et donc, à sa mort, qui pour lui succéder? Alors qu'il n'ait pas d'héritier est une chose, mais il aurait pu donner une indication sur qui il souhaitait pour lui succéder. Or, il ne l'a pas fait. Et comme il ne l'a pas fait, on ne sait pas très bien qui va lui succéder. Et la succession va devenir extrêmement difficile parce qu'elle est aussi une guerre entre deux rois. C'est-à-dire que la guerre de succession de Bretagne va s'intégrer dans la guerre de Cent Ans et elle est typique d'une guerre entre deux rois. J'allais dire presque entre deux personnages. D'un côté, Philippe de Valois, qui n'aurait pas dû être roi, on l'appelle le roi trouvé, qui est un roi qui, en quelques années, va mettre à la cour de France un règne fastueux, absolument. Il est extrêmement dépensier, il va ruiner les finances du pays et au final, il va rendre le pays complètement exsangue. Ah. Et en France, il y a la loi salique. Et à l'époque, en Bretagne, il y avait aussi la loi salique. Et Philippe de Valois va jongler avec la loi salique en disant qu'elle est peu importante quand il s'agit du trône de Bretagne et très importante quand il s'agit du trône de France. Parce que en fait, en face de lui, il y a Édouard III d'Angleterre, et cet Édouard III d'Angleterre était le fils d'Isabelle, qui était la nièce de Charles le Bel, et qui lui aussi était mort sans descendance. Et donc, Édouard III d'Angleterre va vouloir évidemment revendiquer le trône de France par sa mère Isabelle, et il va se dire que la guerre de succession de Bretagne, c'est peut-être pour lui le moyen de s'asseoir sur le trône de France. Donc vous voyez, on était en fait assez libre en réalité avec les principes, et cette loi salique, on allait l'utiliser quand elle intéresse et quand on y trouve un intérêt, et de l'autre côté, on ne s'en n'occupera pas. Et cette rivalité, vous savez, entre les deux hommes, elle est à l'origine, en 1337, de la guerre de Cent Ans. Hein, voilà, donc on ne peut pas ne pas voir dans l'histoire de Jeanne de Belleville et de la guerre de succession de Bretagne, on ne peut pas ne pas voir derrière
cette rivalité permanente entre ces deux personnages. Alors j'ai fait une superbe faute de frappe. Ce n'est pas en 1950 que Philippe VI de Valois meurt, mais en 1350. Ça suffit d'ailleurs à son règne. Voilà. Vous rectifierez par vous-même, je le rectifierai sur mon PowerPoint après. Alors, cette guerre de succession de Bretagne, on va l'appeler la guerre des deux Jeannes. Avec Jeanne de Belleville, je trouve qu'on est bien peu reconnaissant à Jeanne de Belleville et qu'on aurait pu appeler d'ailleurs ça la guerre des trois Jeannes. Deux d'un côté et une de l'autre. Alors, d'un côté, dans cette guerre de succession, vous avez Jean de Montfort. Jean de Montfort, c'est le demi-frère de Jean III, et donc il va réclamer le duché de Bretagne par l'affiliation avec son demi-frère qui est Jean III. Sauf que ce Jean de Montfort, il va très vite se rapprocher des Anglais, il va prêter l'hommage à Édouard III quand celui-ci s'auto-proclame roi de France. Jean de Montfort, il va, à la mort de Jean III, s'emparer du domaine de Bretagne. Il ne demande rien au roi de France, il lui demande aucun soutien, aucune investiture, parce qu'en fait, il est convaincu dès le départ que le roi de France ne le soutiendra jamais et soutiendra son opposant. Et il va s'emparer donc du fief, et puis il va s'emparer aussi du trésor qui est à l'époque gardé à Limoges. Jean de Montfort, il est marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Jeanne de Flandre. Et cette Jeanne de Flandre, que l'on appellera plus tard Jeanne la Flamme, c'est un mariage important qui a été arrangé là, en particulier aussi parce que Jeanne de Flandre aurait pu être l'héritière de l'immensité de la Flandre, et en la mariant à Jean de Montfort, qui est un héritier, je dirais, relativement secondaire, ça permettait aussi aux grands souverains de l'époque d'éviter une extension générale du royaume de Flandre. Alors, en face, il y a une autre Jeanne. Alors, ce n'est pas du tout la même personne, c'est Jeanne de Penthièvre, qu'on appelle aussi Jeanne la Boiteuse. Elle est la nièce du défunt Jean III, et elle a épousé un homme qui s'appelle Charles de Blois, qui meurt en 1364 à la bataille d'Auray, qui met fin à la guerre de succession de Bretagne. Et ce Charles de Blois est un homme extrêmement pieux, enfin, j'allais dire qu'il va pousser la piété quasiment à l'extrême, et qui est lié très étroitement avec son oncle Philippe VI de Valois. Donc il est avec sa femme Jeanne de Penthièvre, il est en fait l'héritier que souhaite le trône de France. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand Jeanne avait épousé Guy de Penthièvre, eh bien, il avait une fille, et c'est ce qui lie longtemps les Clisson-Belleville aux Penthièvre, hein, et qui va rendre entre les Clisson-Belleville d'un côté et les Valois, les Penthièvre, les Clisson-Belleville et les Valois, tout ça relève de la même chose. Donc, il n'est pas très étonnant que Jeanne de Belleville et son mari, dans le conflit qui les oppose, qui oppose la Bretagne, Penthièvre-Montfort, qu'ils soient du côté de ce qu'on appelle les blaisistes, c'est-à-dire du côté de Charles de Blois. Ah, c'est dans la logique, j'allais dire, dans la logique des choses. Alors, cette rivalité,
en fait, elle n'est pas tellement favorable au départ à Jean de Montfort parce que les prélats et la noblesse sont j'allais dire des inconditionnels, le terme est peut-être un peu familier, mais ils soutiennent énormément Charles de Blois, en particulier les prélats, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Jean de Montfort, ils ne savent pas qui c'est. Alors, ils le connaissent mal. Et Jean de Montfort, il est connu un peu dans les villes, mais si vous voulez, dans les châtellenies et dans les campagnes, pour l'aristocratie, c'est un illustre inconnu. Ah. Et l'autre chose qui fait qu'il est très accepté, c'est qu'il est extrêmement pieux. En fait, il est, j'allais dire, presque obsédé par la piété, et c'est quelqu'un qui a une piété assez liée à la souffrance du Christ, et il utilise le cilice, il se fouette régulièrement, et il porte à même la peau un cilice qu'il n'enlèvera jamais, et lorsqu'il meurt à la bataille d'Auray, on lui enlève le cilice, et la description que l'on a fait peur. Le cilice est rempli de vermine, de pourriture, et la peau de Charles de Blois, bah, évidemment, est tout abîmée. Mais ça le rend, si vous voulez, populaire. Donc, il est déclaré duc de Bretagne par Philippe VI. Et il va aller en Bretagne pour faire la conquête de la Bretagne. Et pour lui, l'important, c'est d'aller faire prisonnier Jean de Montfort. Et il va le faire en entrant à Nantes. Et vous voyez, quand il fait prisonnier son rival, il le présente comme le prisonnier qui est celui qui vient des Anglais, qui est le côté du clan anglais. Hein. Et donc, on est bien dans la rivalité entre, d'un côté, le clan des Anglais, et de l'autre, le clan des Français. Alors, suite à ça, la guerre va s'étendre en Bretagne, et pendant que Charles de Blois continue son avancée, jusqu'à Hennebont en particulier, Jean de Montfort est en prison, avec beaucoup d'inquiétude pour sa femme, qui craint fort qu'on le tue, sans quoi il n'y a pas beaucoup de risques, au moins dans cette période-là, parce que l'idée, c'était sans doute plus pour le roi de France, je dirais, de l'échanger contre d'autres prisonniers. Mais elle est seule, avec son fils qui n'est pas en âge de régner, et elle va se faire connaître en 1342 au siège d'Hennebont. Elle est retranchée dans Hennebont avec tout autour les fortifications, et elle pousse à la résistance les habitants, mais la ville est en train de dépérir, et donc elle va choisir de lancer une nuit une sortie. Elle va prendre un détachement de soldats, se mettre à leur tête, sortir de la ville avec des torches enflammées, d'où le nom qu'on lui donnera de Jeanne la Flamme. Elle met le feu aux tentes de ses ennemis. Elle part à Auray, et d'Auray, elle va revenir, et elle va ramener 600 chevaliers qui vont libérer la ville. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer les esprits, et qui marque, quand elle l'apprend, l'esprit de Jeanne de Clisson, même si elle n'est pas du même camp. Ah. Mais il y a une espèce de fascination de Jeanne de Clisson pour Jeanne de Flandre, hein, Jeanne qu'on appellera dorénavant Jeanne la Flamme. Alors, je vous ai mis cette représentation que je trouve très belle, que j'avais déjà mis sur la page précédente, qui est un bois gravé de Jeanne Malivelle dans l'histoire de notre Bretagne.
où vous avez à peu près tout, l'armure, la flamme, la marche en avant, la jambe avancée de Jeanne. C'est un superbe bois gravé, parenthèse fermée. Alors, la même année, il va y avoir le siège de Vannes. Et ça, c'est l'élément, si vous voulez, du basculement. Olivier Clisson et Cade de Clisson est à l'époque gouverneur de Vannes et comme je vous le disais, il est du parti français comme sa femme. Et c'est un des plus puissants seigneurs bretons et je vous disais qu'il est apprécié par le roi, en plus par intérêt que par véritable affection ou amitié. Mais il est très embarrassé parce que Vannes va être assiégé et lui, il y a des choses qui le troublent, Olivier Clisson et sa femme avec lui. D'abord, il est très attaché à l'indépendance de la Bretagne, ce qui va vouloir dire qu'il ne voudra pas des Anglais, mais ce qui voudra dire aussi qu'il regarde d'un œil inquiet la domination que veulent instaurer les Français sur la région. Il ne veut pas non plus de guerre. Vous voyez, c'est un homme qui est plutôt pacifique. Il ne veut pas de guerre, il ne veut surtout pas d'une guerre civile en Bretagne qui décimerait les campagnes, ruinerait les familles. Voilà, donc il veut rien de tout ça. Donc, mais surtout, à l'époque, les Anglais. Oh, pardon, je ne sais pas pourquoi ça parle. Donc, il veut surtout pas des Anglais. Et donc, Vannes est assiégé. Il résiste dans Vannes assiégé à un assaut des Anglais, un assaut extrêmement violent des Anglais, dirigé par Robert d'Artois. Ça, c'est un peu un petit clin d'œil. Et lui ne supporte pas la durée du siège, l'humiliation anglaise. Et il va tenter une sortie pour essayer d'aller chercher de l'aide. Et il est arrêté par les Anglais. Et quand il est arrêté par les Anglais, il est emprisonné et ça va être le début de sa perte. D'abord parce que la suite, sa libération, tout ça vont prendre des proportions que l'on n'attendait pas et vont entraîner aussi des confusions importantes. Et puis surtout parce que le fils du roi de France, Jean de France, va aller raconter à son père que pas du tout, si c'est un mauvais chevalier parce que en réalité, il n'aurait jamais dû se faire attraper et que s'il s'est fait attraper par les Anglais, c'est bien qu'il l'a voulu. C'est-à-dire, en fait, il l'accuse de félonie et il l'accuse de trahison. Ah. Et il y aura d'ailleurs entre Jean de France et Olivier Clisson et Jeanne de Belleville, il y aura une hostilité, mais alors d'une extrême violence. Alors vous imaginez bien que l'amitié, affection de Philippe VI, qui était quand même une affection plutôt intéressée, elle ressort un peu en morceaux de l'épisode du siège de Vannes. Et sur ce, dans cette guerre de succession de Bretagne, comme la Bretagne est à feu et à sang, eh bien, les deux côtés vont signer une paix transitoire. Alors, on l'appelle la paix de Malétroit. Je pense que le terme de trêve de Malétroit, c'est pour 3 ans, est signé entre, d'un côté, les représentants de Philippe VI de Valois, de l'autre côté, les représentants d'Édouard III d'Angleterre, et pour que la paix soit signée et respectée, le pape, qui est Clément VI, a fait envoyer en Bretagne 2 de ses légats, et la paix ou trêve de Malétroit est signée en présence des 2 légats du pape. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans,
Il y aura régulièrement, hein, même dans la guerre de Cent Ans, des périodes comme ça, pendant lesquelles on cherche, sinon réellement la paix, au moins la trêve, parce que les populations n'en peuvent absolument plus. Trêve de Malétroit, ça veut dire qu'Olivier Clisson va revenir. Lui qui avait été emprisonné, eh bien, on va lui rendre sa liberté. Sauf que à l'époque, hein, quand on rendait sa liberté à un seigneur, en général, on l'échangeait contre un autre seigneur. Et il est Philippe VI de Valois, on fait savoir au roi d'Angleterre qu'il y a un noble qui compte énormément pour lui, dont il a besoin et dont il demande la libération, qui est Henri de Léon. Et Henri de Léon ne sera pas échangé, c'est Olivier de Clisson que l'on renvoie. Et vous voyez dans la tête du roi de France, le fait de renvoyer Olivier Clisson et de ne pas avoir libéré Henri de Léon, eh bien, ça signifie qu'il y a une accointance entre, d'un côté, Olivier de Clisson et de l'autre côté, les Anglais. Ah. Donc, il est échangé contre le comte de Stafford. Voilà. Bon, alors sur ce, il rentre chez lui. Et là, c'est le retour pour quelques temps trop brefs, c'est un peu le retour à la douce et belle vie. Jeanne, qui se morfondait de son mari prisonnier, le retrouve avec bonheur. On est à Nantes, qui est une ville que Clisson et Jeanne aime particulièrement parce que ça a été la ville de leurs amours, hein. Et donc ils se retrouvent. Sauf que à peine rentré, Olivier Clisson se rend compte que dans le port de Nantes, il y a des galères françaises. Et ces galères françaises, elles ne devraient pas y être. Elles avaient été envoyées là avant la trêve de Malétroit pour empêcher le ravitaillement des Anglais. Et on ne les a jamais enlevées. Et à leur tête, il y a un homme qui a laissé un nom de l'histoire parce qu'il a créé, après ça, une dynastie, c'est Régnier Ier Grimaldi, hein, donc, qui va être à l'origine de la famille Grimaldi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir la volonté d'Olivier de mettre fin à cette présence des galères et donc il va les faire détruire, hein. Il détruit donc les galères de Grimaldi et là, lui et sa famille, il les fait brûler. Et vous imaginez bien que lui et sa famille vont attendre des représailles et des représailles violentes de la part de la France. Et étonnamment, il ne se passe absolument rien. Absolument rien, oui et non, parce que quelque temps après, eh bien, on est en 1343, Olivier de Clisson reçoit une lettre signée Philippe VI de Valois. Ça veut dire qu'il aurait dû s'en méfier, hein. Mais il reçoit une lettre pour l'inviter à participer à un tournoi en France, à Paris. Et si vous voulez, l'idée qui est derrière, c'est que on veut apaiser un peu les tensions, d'autant plus que Édouard III est en train de quitter la France pour s'installer en Angleterre. Et donc, Olivier va partir à Paris et on lui a demandé de s'entourer de certains de ses camarades et il va s'entourer des 14 meilleurs chevaliers de Bretagne qui partent avec lui. Alors, ce sont des compagnons d'armes souvent anciens et ils espèrent évidemment gagner le tournoi, ils espèrent pour certains recevoir l'amour des belles dames de la cour. Et Olivier IV, lui, il ne rêve pas des belles femmes de la cour, il a son amour pour Jeanne de Belleville, mais il se dit que puisque le roi de France ne l'a pas condamné pour
l'incendie des galères de Grimaldi, puisqu'il l'invite, eh bien, il peut peut-être rêver d'une charge exceptionnelle qui est celle de connétable de France. Donc, vous voyez, il y va avec l'idée de recevoir en récompense la charge de connétable de France. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'il attend, parce que Philippe VI a préparé une vengeance violente. Il veut se débarrasser, j'allais dire physiquement, d'Olivier de Clisson, et donc il veut qu'Olivier non seulement soit vaincu au tournoi, mais que sa victoire, mais que sa défaite s'accompagne de sa mort. Et il choisit pour guerroyer contre lui au deuxième combat, il choisit pour guerroyer un des meilleurs chevaliers de l'époque, et il lui fait arracher, retirer ce qu'on appelle le rocher. Le rocher de la lance, c'est ce qui empêche, quand vous avez un tournoi et que l'un d'eux est vaincu, ça empêche, si vous voulez, qu'il soit transpercé. Et donc, si on enlève ça, évidemment, il devrait vaincre Olivier Clisson, et la lance, au lieu de s'arrêter, devrait le transpercer et devrait le faire mourir. Et donc, on pourrait considérer que c'est une mort naturelle, et une mort naturelle d'Olivier Clisson, bah, ça ne mécontenterait pas les Bretons, qui ne pourraient pas accuser le roi de France de quoi que ce soit. Il serait juste là pour mourir. Et, et bien, contre toute attente, Olivier Clisson remporte absolument tout sur son passage. Il remporte le tournoi, et au moment où il l'emporte, le roi de France, qui était sujet à ces colères monumentales, eh bien, le roi de France va le faire arrêter avec une violence effroyable. Il est bâillonné, on va le mettre dans un sac, on va l'emmener au Châtelet, la prison du Temple, on le met dans un cachot infect, on ne lui apporte pas à manger, on ne lui donne pas à boire, voilà, et lui ne comprend pas pourquoi on l'a arrêté. Sur le coup, il croit juste que c'est parce qu'il a humilié la cour de France en gagnant le tournoi. Puis il va vite comprendre qu'en fait, la réalité est différente. Et donc, il est condamné pour félonie et pour intelligence avec l'ennemi, et il est donc condamné à la décollation. La décollation, c'est en fait la décapitation. Alors, on va l'emmener à la Paris avec quelques-uns de ses compagnons, mais la plupart seront tués plus tard, et on va lui couper la tête. Et alors la légende, oui ou non, raconte à ce moment-là que certains de ses compagnons sont dans la foule et crient en breton Amant et Mahomp en autrou, au Vengi Araïp et Vidrenta or et nord des or, Pedi Réomp et Vidor, c'est-à-dire nous vous vengeons. Hein. Nous sommes là, notre Seigneur, et nous vous vengerons. Hein. Et lui va répondre, Ya mignonnette, oui mes amis, mes compagnons, venger l'honneur des Bretons, si couritma eret et ma tefen var marler, soutenez ma descendance pour qu'elle prenne ma suite, et l'avarit d'amwer brigen brase mararante eviti, et allez dire à ma femme combien mon amour pour elle est profond. Adieu, Kenavo Arbedal, Mignoned, Ganim, aimant à notre doué. Voilà, il appelle le soutien de Dieu sur lui. Et donc, non seulement on lui coupe la tête, mais on va l'exposer au gibet de Montfaucon, qui est l'exposition ignominieuse, s'il en existe. Et ça, cette décapitation va déchaîner la fureur de Jeanne d'Amer.
Parce que qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la tête d'Olivier Clisson, on va lui prendre la tête, et quand on prend sa tête, eh bien, on va l'envoyer à Nantes, on la met sur une pique sur les remparts de Nantes, et on va l'exposer pour félonie. Très, on va accuser donc Olivier d'être un traître. On va la mettre là, et Jeanne est mise au courant. Et elle va venir et elle va montrer la tête de leur père à ses fils, et elle va tout leur raconter, le tournoi, l'arrestation sur l'ordre du roi, les cachots, Montfaucon, l'accusation, la condamnation, l'absence de preuves. Et à ses deux enfants, Guillaume est né en 1336, hein, et non, Olivier est né en 1336, et le petit Guillaume, il est né en 1340. Hein. Donc, vous voyez, et elle dit, oui, tu m'as bien comprise, Olivier, oui, sans doute, Clisson sera vengé, mais que son fils m'écoute, afin de bien savoir à qui doivent nos coups, faire payer le sang d'un père et d'un époux. Là, Jeanne essaye de comprendre pourquoi on a exécuté Olivier. Et il y a tout va se chevaucher dans la tête de Jeanne. Elle se dit que finalement, ce roi de France, malheureux en ménage, avec une vie de jalousie et d'ambition, était finalement jaloux d'Olivier Clisson, à qui tout réussissait, y compris sa femme, son couple, etc. Elle se dit aussi que c'est pour récupérer les domaines d'Olivier, son argent. Il a une réussite financière, économique. Elle pense qu'on lui reproche aussi l'affaire des galères. Elle pense aussi que la libération d'Olivier et pas celle d'Henri Léon ont rendu le roi particulièrement aigri. On peut-être aussi lui reproche-t-on son frère, parce qu'il avait un frère, Amaury, qui soutenait les Montfort. Peut-être est-ce que c'est Jean de France qui a dit des horreurs à son père. Peut-être est-ce que les Anglais l'avaient trop approché. Elle avait appris, Jeanne de Belleville, que les Anglais avaient proposé, s'il soutenait les Montfort, à son mari de devenir vice-roi de Bretagne, ce qu'il avait évidemment refusé. Donc, vous voyez, tout ça s'entremêle dans sa tête. Elle décide de la vengeance. Pour se venger, elle va le faire en 3 temps. Parce qu'elle a beau être dans le plus grand désespoir, c'est une femme qui va plus tard avoir une maladie nerveuse et perdre la raison, mais en réalité, à l'époque, elle est extrêmement décidée, hein, et je dirais très cohérente, bien sûr. Donc elle va d'abord, évidemment, se tourner contre le camp français et chercher, parce qu'elle a la honte, le sentiment de la mort honteuse de son mari, le soutien de Jeanne de Montfort. Alors, le soutien de Jeanne de Montfort, pour les Montfort, le soutien de Jeanne de Belleville, c'est ça qui est important. Parce que Jeanne de Montfort va mal, son mari est toujours en prison, elle commence à perdre la raison, ce qui va être une des caractéristiques de la suite. Et donc, elle va la trouver et elle lui dit eh bien, qu'elle va la soutenir, qu'elle va l'aider jusqu'au bout, par haine de la France, par attachement à l'indépendance de la Bretagne, et que si c'est nécessaire, eh bien, elle ira jusqu'à accepter le soutien des Anglais. Ah. On est loin de Jeanne, liée au Penthièvre et à la couronne de France. Alors, Jeanne, lui, l'accueille. Elle comprend très bien l'aide que peut lui amener Jeanne de Belleville, mais Jeanne de Montfort, elle a toujours la même obsession dont je vous parlais,
qui est la libération de son mari. Ah. Donc, elle a peur que son mari en prison soit assassiné. Donc, je dirais que ça la rend relativement prudente. Alors, une fois qu'elle a le soutien de Jeanne, et de manière générale, elle va décider sa vengeance. Et sa vengeance, c'est tuer le maximum de gens qui sont dans le camp français. Et elle va le faire d'abord sur terre et elle va le faire après sur mer. Hein. Alors, sur terre, dans les jours qui suivent le moment où elle a récupéré la tête d'Olivier de Clisson, elle ne récupère jamais le corps. Hein, elle récupère la tête, elle va la faire d'ailleurs sertir, elle la met dans un magnifique coffret qu'elle va faire ensuite enterrer, mais le roi de France refusera de lui donner le corps de son mari. Donc Jeanne va repérer dans son entourage des châteaux dans lesquels il y a des gens ralliés, des nobles ralliés au camp des Blois. Et donc, elle va anéantir 6, 7 châteaux, on ne sait pas très bien, et toujours sur la même méthode. Elle arrive, elle va par exemple quémander l'hospitalité, racontant qu'elle sort d'une chasse ou d'une très longue promenade. On la fait rentrer, elle a quelques hommes avec elle, et quand on commence à lui offrir l'hospitalité, eh bien, la troupe s'introduit avec violence dans la totalité du château, et là, on tue sans distinction les cuisiniers, les gardes, les servantes, les enfants, le maître de maison, les femmes, les vieillards, les nourrices, on massacre tout, c'est un bain de sang. Et pendant plusieurs semaines, la soif de vengeance de Jeanne est absolument intarissable. Elle extermine tous ceux qui ont, d'une quelconque manière de faire, fait allégeance au royaume de France. Et elle sème évidemment la terreur partout. Et elle est soutenue, hein, parce que évidemment il y a ceux qu'elle va tuer, mais elle est soutenue par beaucoup de nobles bretons. Elle est soutenue parce que ces nobles bretons, ils voient là-dedans le moyen de se débarrasser du roi de France, et le moyen aussi d'imposer les Montfort. Et elle aura jusqu'à 4000 soldats qui la soutiendront. Mais évidemment, les choses ne se passent pas très bien, et on s'en douterait. Hein. Et Philippe VI va en fait se dire qu'il faut l'arrêter. Ah. Et il n'y a pas 36 moyens de l'arrêter. On va la faire venir à Paris, on va la convoquer au Parlement de Paris, après lui avoir confisqué une partie de ses biens, et on signe un accord qui est un accord de bannissement. Vous imaginez bien qu'elle ne va pas partir à Paris. Ah. Elle va se dire qu'il n'est hors de question d'aller à Paris. Et donc, si elle veut continuer à battre les Français, ben, il faut aller sur mer. Et là, elle va décider de devenir pirate. Elle deviendra corsaire du roi d'Angleterre après, mais elle est pirate. Et elle pense qu'en devenant pirate, le soutien des Anglais sera plus facile, mais surtout les Français sont plus faibles sur mer qu'ils ne le sont sur terre. Enfin, c'est dans l'idée qu'elle a. Alors, c'est sans doute, est-ce vrai, est-ce faux, une légende qui va la pousser à devenir, disons, à devenir pirate. C'est une légende qu'elle aurait lue alors qu'elle habitait sur les bords du Blavet avec Olivier Clisson, et qui est l'histoire d'Alvida, la fille du roi Siward, qui sera reine du Danemark. Mais avant d'être reine du Danemark, elle avait été une des premières femmes, avec d'autres, à naviguer au large, à terrifier le golfe de Finlande, et à semer
la panique sur son passage. Elles étaient extrêmement cruelles, habillées en homme, extrêmement cruelles. Elle ne s'habillera pas en homme, hein. Voilà, et donc elles vont semer la terreur, et là, ça va j'allais dire, l'aider à devenir pirate. Elle va vendre ce qui lui reste de ses biens. Elle va acheter un bateau pour faire la guerre de course contre les navires français, en disant: je suis bretonne et sur la mer, rien ne m'effraie. Donnez-moi une flotte et les Français souffriront. C'est ce qu'elle va dire à Édouard III. Et Édouard III va lui donner ce qu'on appelle la flotte de représailles de la Manche, avec 3 bateaux, et le principal de ces bateaux sur lequel elle va prendre place, elle l'appelle Vengeance. Ah. Et ces bateaux, il y a un bateau qu'on utilisait à l'époque, un voilier de commerce qu'on appelait les cogs, qui était un voilier de commerce qui était utilisé pour les échanges dans les ports de la zone hanséatique, et qui pouvait être armé de canons, puis 2 caracs ou nefs, qui étaient aussi des bateaux de commerce, plus larges, plus arrondis, moins faciles à manier, mais ça va former sa flotte. Et là, elle va tout dévaster, les côtes du Cotentin jusqu'à Fécamp, du Cotentin et sur la région de Saint-Malo, etc. Elle a tout vendu pour mener ça, et elle va écumer les côtes à partir de 1343 et pendant des années durant, semant la panique sur son passage et n'ayant de pitié pour personne, sauf pour ses enfants qu'elle a emmenés avec elle, Guillaume et Olivier. Et elle a laissé Jeannette à sa famille, et le reste du temps, quand elle n'attaque pas, eh bien, elle coud, elle brode, elle lit et elle s'occupe de ses enfants. Et elle vit même une aventure sentimentale avec un de ses fidèles qui d'ailleurs, dans les derniers temps, donnera sa vie pour elle. Alors elle sème la panique à Barfleur, Caen, Roselle, voilà. Et là, vous imaginez bien que tout le monde s'émeut de cette femme pirate, corsaire du roi d'Angleterre ensuite, et il y a 2 personnes qui s'émeuvent particulièrement: le pape, qui va même jusqu'à prévenir le roi d'Angleterre, et Philippe VI, qui donne l'ordre de la capturer. Et là, Jeanne, qui pense que la flotte française n'est pas si forte que ça, va tomber dans un guet-apens alors qu'elle est en train de faire voile vers le port de Morlaix. La flotte française va l'encercler. Le combat est perdu d'avance, et il n'y a qu'une solution pour Jeanne pour fuir, c'est d'abandonner son équipage, de prendre avec elle quelques hommes et ses enfants, et de partir. Et donc elle va partir. Ils ont peu de nourriture, il fait un froid terrible, et ce sera un drame pour Olivier Clisson parce que son petit frère meurt le 6e jour. Et les archives, enfin l'histoire raconte que il aurait gardé son petit frère blotti contre lui pour essayer de le réchauffer, et puis on est obligé de jeter la dépouille de Guillaume à la mer. Et donc Jeanne s'échoue lamentablement du côté de Morlaix, mais elle reste libre et ne sera pas livrée aux Français parce qu'elle est secourue par les partisans de Montfort. Et elle se tourne à nouveau vers le roi d'Angleterre, qui en 1344 finit par lui donner une châtellenie près d'Hennebont. Et là, elle va devenir la dame de Pontcallec, où elle va d'ailleurs finir ses jours après Hennebont. Alors, elle continue, c'est pas parce qu'elle a été vaincue qu'elle baisse les bras, on en est même relativement loin. Et là, elle se dit
eh bien, elle va continuer à se battre pour la Bretagne. Et il y a deux choses qui la déterminent. La première, c'est qu'elle a appris que les compagnons de son mari, quand il était allé au tournoi, ont tous été exécutés. Et elle apprend aussi que un des proches de la Bretagne, qui était Henri de Malétroit, a été arrêté, qu'on l'a accusé de trahison et qu'on l'a livré au prélat et qui vont le torturer, il va être torturé, et non seulement il va être torturé, mais on va le laisser mourir après une agonie qui est une agonie de 9 semaines, je crois, 8 ou 9 semaines. C'était un type extraordinaire, hein. Henri de Malétroit, il était diacre, c'était un docteur en droit, il était maître des requêtes de l'hôtel du roi, et donc il est monstrueux qu'on l'accuse comme ça et qu'on l'expose à la vindicte populaire. Et donc la mort de tous les compagnons de son mari, plus la mort terrible d'Henri de Malétroit, vont pousser Jeanne à participer à l'évasion de Jean de Montfort, qui est on n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est une évasion rocambolesque, hein. Et donc, il va se déguiser en marchand, il s'évade, il part en Angleterre. Et donc, à ce moment-là, eh bien, elle a la sensation que, je dirais bien, l'œuvre qu'elle avait à faire pour la Bretagne est faite. Elle avait eu la tentation, mais Jeanne de Montfort lui avait fait remarquer que c'était infaisable. Elle avait même, à un moment donné, quand elle devient la dame de Pontcallec, elle se dit qu'elle peut peut-être renouer avec les Penthièvre. Elle avait rêvé de retrouver ses biens, etc. Et Jeanne de Montfort, qui, elle, veut la libération de son mari, et au cas où son mari mourrait, ce qui va arriver assez vite, et bien que son fils, le futur Jean IV, arrive au pouvoir. On ne peut pas dire qu'elle ait tant de soutien que ça, la pauvre Jeanne de Belleville. Et donc, finalement, elle va aller en Angleterre et elle épouse, alors c'est son quatrième mari, elle épouse Walter Bentley, hein, en français on dit Gauthier plutôt que Walter, mais c'est pareil. Et c'est un chevalier anglais d'une famille fortunée qui va recevoir de nombreux fiefs de Bretagne et qui aime beaucoup Jeanne de Belleville et qui aime beaucoup les possessions que le roi d'Angleterre lui a données et les possessions que, si les choses évoluaient, elle pourrait récupérer. C'est peut-être un mariage d'amour ou de raison, on n'en sait rien, mais du côté de Walter Bentley, c'est en tout cas un mariage, j'allais dire, relativement intéressé. Alors, dans le même temps, elle se rapproche de ses filles, Louise, Isabeau, Jeanne. Louise meurt, Isabeau aussi d'ailleurs, mais elle se rapproche de sa famille et de ses filles en particulier, où elle restera mère jusqu'à sa mort. Donc elle est revenue en Bretagne avec Walter Bentley et elle va mourir à côté d'Hennebon, dans ce qui lui restait euh, et c'est son fils. Alors, elle meurt en 1359 et en mourant en 1359, elle n'a absolument pas récupéré ses terres. Et l'année suivante, vous voyez, c'est une espèce de clin d'œil un peu triste de l'histoire. Alors que Jeanne vient de mourir, eh bien, le roi de France va décider de réhabiliter Olivier IV de Clisson. Alors, c'est une réhabilitation très, 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 très intéressée parce que, en fait, on signe à ce moment-là le traité de Bretigny. Et ce traité de Bretigny, c'est le 8 mai 1360, pardon, et qui veut désamorcer tout ce qui est source de conflit
entre la France et l'Angleterre. Et on veut en particulier régler, entre guillemets, la question de la Bretagne. Donc, on réhabilite donc Olivier IV. C'est une trêve d'un peu moins de 9 ans hein, qui est signée là entre les deux royaumes ennemis. Et donc, Olivier Clisson, Olivier V hein, de Clisson, va récupérer les biens que sa mère avait perdus et il va retrouver donc ses droits sur toutes les richesses familiales. Olivier Clisson, c'est une autre histoire. C'est une succession, je dirais, d'alliances et de retournements d'alliances. Il est d'abord l'ennemi des Valois parce qu'ils ont fait exécuter son père. Il se retourne ensuite contre son suzerain Jean IV de Bretagne, allié des Anglais, pour se mettre au service des rois de France, Charles V puis Charles VI, avant de se rabibocher avec Jean IV et de devenir le tuteur du fils de Jean IV, c'est-à-dire le futur duc Jean V, qui laissera le souvenir donc d'une époque bien heureuse pour la Bretagne. Voilà, j'en ai terminé avec l'histoire triste et belle de Jeanne de Belleville. On peut la voir à la fois, je dirais, par le biais de l'amour, mais la voir aussi par le biais du drame et de la cruauté dont elle a fait preuve dans sa vengeance. Donc, c'est une histoire d'amour et de vengeance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais voir Claude s'il y a des questions. Et je vais regarder aussi si moi j'en ai. Alors, quelques réactions. Bonjour à tous. Oui, vas-y. Donc, quelques réactions, des remerciements. Nos amis d'Assas sont présents aussi. Et il y a Armel qui à la fois te remercie, te donne son bonjour, mais qui souhaiterait avoir des références bibliographiques. C'est où peut-elle retrouver, dans quel livre peut-elle retrouver tout cela? Alors, attends. Merci Armel, parce que j'ai zappé, évidemment. Donc, est-ce que je peux remettre mon PowerPoint là? Oui, normalement. Parce qu'à la fin j'avais une dernière diapo. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui ont été écrites, mais le plus proche de nous, c'est un ouvrage donc sorti chez Grasset, Pour ce qu'il me plaît, Jeanne de Belleville, la première femme pirate, qui est un très, très chouette bouquin. Franchement, très chouette bouquin. Et il y a aussi un autre ouvrage, alors plus ancien et un petit peu différent, d'Émile Péan, P-E accent aigu H-A-N-T, qui s'appelle tout simplement Jeanne de Belleville. Voilà. Alors après, il y a toujours des choses sur elle dans les livres d'histoire de Bretagne. Après, il faut se méfier aussi parce que c'est un peu comme Marion Dufayet ou des gens comme ça. Entre le rêve, la réalité et l'histoire, on en fait une héroïne parfois. On va quasiment oublier que on ne sait pas combien de gens elle a tué, mais ça a été une véritable terreur hein, qu'elle a organisée. Mais ces deux bouquins-là sont bien. Et voilà, donc. Et tu as bien fait, Armel, de me demander, parce que j'avais oublié, je m'étais arrêtée à Olivier Clisson. Est-ce que tu as d'autres questions? Il y a une suggestion d'Urzia qui dit oui, c'est une femme extraordinaire, mais beaucoup de morts quand même. Ouais. Ça vaudrait le coup d'en faire un film de style hollywoodien. Donc voilà, à nous de tourner quoi. Je ne sais pas qui voudra jouer Jeanne de Belleville.
Mais ce serait, je pense pas qu'il y ait eu des films de faits, je j'ai pas trouvé. Mais oui, absolument. Oui, ça fait beaucoup de morts, ça je suis d'accord, hein. Quand je préparais, je me suis dit: «Oh là 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 là, moi je vais leur, il y a l'histoire d'amour, c'est très beau», mais en réalité, il y a beaucoup de morts, beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts, hein, et une vengeance absolument, aveugle. Bon, bah, je sais pas, on va, regarder, on va aller peut-être trouver un auteur, un cinéaste, breton. Je vais demander à Éric s'il a des idées, et puis oui, ce serait un ça pourrait être un chouette film. En plus, c'est dans des lieux des marches de Bretagne et de Bretagne, qui sont des lieux formidables. Quand elle est obligée quand elle va s'échouer, en baie de Morlaix, c'est à Plougasnou, hein. Donc, dans des lieux magiques, oui, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de morts. Alors ça donne une autre idée à Urzia qui demande est-ce que tout ça est vrai? Quelle est la part de légende qu'il peut y avoir? Alors, dans ce que je vous ai raconté, il n'y a pas trop de part de légende, mais il y aura des légendes. Il y aura des légendes, par exemple, sur les causes de la mort d'Olivier de Clisson, où la légende a raconté que derrière, en réalité, il s'agissait d'une histoire d'amour et d'intérêt entre la France et l'Angleterre, mais ça, c'est de la légende. Après, le, la légende, elle est plutôt sur la façon, on n'a pas de témoignage réel sur la façon dont elle était habillée, etc. On sait juste qu'elle était très belle, mais vous avez dans certains textes un peu anciens ou textes du 19e, des descriptions tellement extraordinaires de sa beauté que Viviane et Morgane ne s'en seraient pas remises, hein, ni plus tard Madame de Pompadour. Donc, ça, on n'en sait rien. On ne sait pas non plus grand-chose de la vie qu'elle menait réellement sur ces bateaux. On sait qu'elle ne s'habillait pas en homme, hein, mais voilà. Et donc, ça a donné. Alors, vous savez, ça a donné beaucoup de, 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 de choses un peu légendaires au 19e siècle, c'est-à-dire au moment où vous avez la redécouverte du folklore, hein, du folklorisme, hein, ce qu'on appelait le folklorisme, l'engouement pour les légendes, les contes, etc. Ah. Il y a une chose que j'ai trouvée très jolie, mais qui n'est pas prouvée, c'est sa fascination pour Awilda, la reine du Danemark. Elle a sans doute lu des choses dessus, mais là aussi, ce sont des contes et des légendes. Et les contes et les légendes étaient bon, largement aménagées. Voilà. Mais pour le reste, non, c'est pour ça que c'est assez terrible l'histoire, parce que j'ai pas beaucoup retenu toutes ces gens, on pourrait dire enjolivements qu'il y a eu au tournant du 19e. As-tu d'autres choses? Non. Alors, moi, j'adore parce que j'en ai sur mon truc à moi, et j'ai alors deux questions. La première, c'est quelqu'un qui m'a demandé pourquoi dans les femmes, j'avais pas mis Marion Dufawet dans mes cafés Store, donc bah, parce qu'il a fallu que je fasse un choix, hein, et que je trouvais que c'était un peu trop, là aussi, aux limites de la légende. Et j'ai quelqu'un qui me dit que ce serait bien de faire des cafés Histoire sur les connétables de France, parce que est-ce qu'ils sont recommandables ou pas?
Alors, c'est Arthur de Bretagne, le comte de Richemont, c'est notre cher du Guesclin et Olivier de Clisson. Voilà, donc bah, oui, c'est une bonne idée parce que j'ai jamais rien fait dessus et qu'effectivement, pas pour cette année, mais voilà, donc je retiens. Je retiens. N'hésitez pas à dire, bah voilà, j'aimerais que tu traites ça, ou j'aimerais, moi ça me donne des idées, et puis là je pense effectivement que je ferai l'année prochaine quelque chose sur les connétables de France bretons, hein, donc qui sont trois personnages assez intéressants. Et par exemple, sur du Guesclin, il y a Frédéric Morvan, qui est un des grands historiens de Bretagne aujourd'hui, qui est en train de faire un livre sur du Guesclin, je ne sais plus chez qui, mais voilà. Voilà, voilà. Peut-être Bon, ben, annoncer la date du prochain Café Histoire. oui, tu vas la donner. Alors, ça sera le 9 janvier. Voilà. Et le thème, Oui, tu vas le donner aussi, parce que j'ai peur de dire une bêtise. Anne, Claude et René. Oui. Voilà, donc on va. Alors, Anne, c'est Anne de Bretagne. Claude, c'est sa fille qui fut la malheureuse épouse, très malheureuse épouse de François Ier. Et Renée, eh bien, c'est la deuxième fille vivante d'Anne et qui est un personnage extraordinaire qui est lié à l'Italie, mais aussi au protestantisme en Bretagne. Voilà, donc en ravivant des choses sur Anne et Claude, j'espère aussi vous faire découvrir la personnalité originale de René de France, sur laquelle d'ailleurs Frédéric Morvan est en train d'écrire un livre. Il ne m'a pas payé pour le dire, mais voilà. Voilà, donc on se retrouve. Je vous souhaite, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour vos suggestions et vos questions. Et puis, je vous souhaite à tous une belle et douce fin d'année. Avec, bon, je ne suis pas certaine que le 9 janvier, on pourra faire le Café Histoire en vrai. Mais on vous tiendra au courant. Si on peut le faire en vrai, on le fera. Mais de toute façon, Claude, si on pouvait le faire en vrai, on pourrait sans doute pas avoir beaucoup de monde. Et donc, on continuerait une diffusion comme aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que je ne pourrais pas faire ça si tu n'étais pas là. Voilà. Et chacun son rôle. Merci à toi. Mais c'est bien. Au revoir. Au revoir à tous.